Bonjour et bienvenue dans ce Let's Talk qui est hébergé chez nous à Reboot Conseil à Strasbourg. Aujourd'hui, on va vous parler d'IA et plus spécifiquement de classification d'images, car nous avons eu une tâche en ce sens très récemment. Nous sommes la Squad IA. Nous sommes une verticale dédiée chez Reboot Conseil à toutes les problématiques d'IA, car l'IA a changé nos vies cette année. Et nous voulons être un acteur de référence en ce domaine. Et nous nous intéressons à toutes les problématiques de classification, de prédiction sur des données tabulaires, sur les LLM. Nous voulons aider nos clients à opérer leur transformation digitale en ce sens. Je me présente, moi c'est Yacine, je suis l'heureux collègue de Théo et de Johan, et nous sommes tous les trois, pardon, j'ai mal classifié notre nombre. Nous sommes tous les trois membres de la Squad IA. Il y a aussi parmi nous Tristan et Christophe que vous ne voyez pas. Et aujourd'hui, on va vous parler, comme dit tout à l'heure, de Digits Classification. En termes d'entraînement de modèle, il y a plusieurs étapes. La première, c'est principalement de choisir une approche. On peut partir d'un modèle from scratch, donc à partir de rien. En fait, faire son propre modèle, faire son architecture, etc. C'est complexe, c'est long, ça demande beaucoup d'expérience. Et surtout, c'est pas forcément pertinent dans le sens où, pour la plupart des cas d'utilisation les plus généraux, ça a déjà été fait par des gens et ce serait dommage de réinventer la roue. On peut aussi partir sur un modèle de base, donc c'est un modèle qui a été pré-entraîné, une architecture qui est connue, mais qui n'a pas été entraînée sur des données métiers ou quoi, qui a un entraînement vraiment basique pour avoir une première plateforme sur laquelle construire son modèle. Ça permet d'entraîner le modèle et de l'orienter beaucoup plus facilement, puisque c'est un modèle qui est très générique, et ensuite on va lui donner directement nos données, et il va s'entraîner uniquement avec nos données. La dernière méthode principale, disons, c'est de partir d'un modèle pré-entraîné, c'est-à-dire un modèle de base à qui on a déjà fourni des milliers et des milliers de données pour lui donner une orientation. C'est beaucoup plus rapide, parce que tout le travail d'entraînement sur des grands jeux de données est déjà fait, mais ça demande des domaines, enfin des modèles plus spécialisés, parce que si par exemple là l'objectif est de reconnaître du texte, il faut absolument trouver un modèle qui sait déjà reconnaître du texte pour pouvoir ensuite le rentraîner avec nos données. Et donc une fois qu'on a choisi une approche, ce qui va venir après, ça va être l'architecture de notre modèle. Notamment, nous, on a décidé de travailler que sur des modèles de réseaux neuronaux, donc on a fait du deep learning. Et donc, il faut voir un peu quel est le nombre, la disposition des couches de neurones, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une ou plusieurs couches, ça dépend ce que vous voulez faire et achever. Quel type de fonction d'activation, donc comment ces neurones fonctionnent et quelles sont les connexions entre les différentes couches. Tout ça, c'est plein de paramètres sur lesquels on peut ajuster, il n'a pas besoin, enfin, on peut faire ça de manière empirique, mais on peut aussi essayer d'être un peu plus intelligent, même si c'est très complexe de savoir comment un réseau neuronal fonctionne derrière en fait tout ça. Et donc on a eu trois approches, grosso modo. Celle que j'ai portée, c'est celle qu'on a fait avec TensorFlow from scratch. Donc TensorFlow, c'est une librairie qui permet de faire, entre autres, du deep learning, enfin plein de choses liées à l'IA en fait, et à la data science. Une librairie qui est maintenue en partie par Google et qui permet de faire plein de choses. Et donc l'avantage d'aller from scratch là-dessus, c'est qu'on a une vraie maîtrise de l'architecture, mais comme a dit Théo, c'est plus long, plus complexe, et soit ça demande de l'expérience, soit ça demande un peu de chance, un peu de travail, de recherche pour faire ça. Et avec ceci, les nombres qu'on a vus, il a fallu que je fasse un traitement unitaire des chiffres, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 6 chiffres d'un coup, on a passé les chiffres un à un. Et donc c'est-à-dire qu'on a dû les découper au préalable. Ensuite, Yacine a fait une approche avec du transfer learning avec PyTorch. Donc, il a réutilisé un modèle généraliste et il a essayé de spécialiser sur des chiffres humains. Et pareil, avec un traitement unitaire des chiffres, ce qui est une approche beaucoup plus simple que de traiter des nombres. Et Théo, lui, a fait ça avec des transformers. Donc, on a une meilleure prise en compte du contexte. Donc, lui, il a traité vraiment tous les nombres dans leur globalité, avec une compréhension générale du texte, donc c'est-à-dire que le modèle que tu as utilisé ne connaît pas que les nombres, il connaît aussi les chiffres, et donc comme je disais, sur des chaînes de caractères entières. Du coup, Une fois qu'on a choisi une architecture, une approche,
il va falloir constituer un dataset. Donc un dataset, c'est simplement le jeu de données qui va être utilisé pour entraîner le modèle. Principalement, ça se fait en 3 étapes. Déjà, il faut rassembler les données, donc identifier avec quoi est-ce qu'on pourrait entraîner notre modèle qui pourrait être pertinent. Ça dépend des architectures et des approches. Il faut l'adapter, comme je disais, au modèle cible. Donc, un modèle basé sur des nombres entiers, il va falloir lui donner des nombres entiers. Un modèle qui est chargé de reconnaître des chiffres tout seul, il va falloir lui filer des chiffres tout seul, etc. Il faut s'efforcer d'éliminer les cas aux limites pour arriver à obtenir un modèle qui prend les cas les plus généraux et éviter qu'il s'hyperfocus sur certaines sous-catégories ou ce genre de choses. Il faut éliminer aussi, si on peut, les biais, s'assurer d'avoir un dataset qui est aussi homogène que possible. Par exemple, si les photos d'humains, ça va être autant d'hommes que de femmes, etc. Pour éviter que le modèle ne s'oriente dans tous les sens. Et enfin, prendre en compte toute une dimension éthique pour s'assurer que les données avec lesquelles on entraîne le modèle déjà sont validées avec le client et ne présentent pas de risque en termes de protection des données ou ce genre de choses. Ensuite, il faut les formater. Une fois qu'on a toutes ces données-là, ça peut être du texte, ça peut être des images, etc. Il va falloir les normaliser. Dans le cas des images, c'est s'assurer qu'elles aient un format à peu près pour le même, une qualité à peu près identique. S'assurer par exemple de faire du noir et blanc si c'est possible. Pour le cas par exemple des chiffres, essayer de mettre en lumière les contours, s'assurer que l'image est aussi visible que possible. Pour ce qui est pour le texte, ça va être complété si jamais il manque des colonnes, ce genre de choses. Il s'agit d'avoir quelque chose d'uniforme. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir les labelliser. Donc dans le cas d'un chiffre, c'est en fait fournir un moyen au modèle de savoir que cette image qu'on lui montre, c'est un 6. Cette image qu'on lui montre, c'est un 8, etc. Pour que derrière, il puisse savoir s'il a raison ou pas. Et ça, pour le coup, c'est très spécifique à chaque donnée, mais de manière générale, ça veut simplement dire trouver un moyen de fournir l'information, la vérité, on va dire, au modèle. Oui. Une manière simple de faire et qu'on a utilisé, c'est simplement mettre les nombres dans les dossiers. Donc faire un dossier 0, 1, 2, 3, 4, 5, et mettre dans le dossier 0 tous les chiffres avec 0, dans le 1 avec les 1, etc. etc. Et dans l'approche de Théo, où il devait reconnaître non pas chiffre par chiffre, nombre en entier, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauvegardé chaque nombre et dans un fichier spécifique, et en fait le nom du fichier correspondait au nom. C'était une manière aussi de labelliser, basée sur le... C'est simplement un moyen au modèle d'extraire l'information. C'est un travail manuel, sachant que les datasets, ça peut être plusieurs millions de données. C'est des choses qu'il faut pouvoir labelliser correctement. Il y a des moyens d'automatiser. Nous, on l'a fait principalement en manuel. Et qui dit manuel, il y a aussi possibilité d'erreur humaine. Si jamais une donnée est mal labellisée et que le modèle s'entraîne avec, il risque de prendre des décisions qui sont basées aussi sur ces données-là, et donc de prendre potentiellement des mauvaises décisions. Du coup, nous, ce qu'on avait fait, ça c'est on va dire une approche commune lors de la création du dataset, c'est qu'on avait besoin de récupérer dans le formulaire la zone d'intérêt de là où il y avait les ID qu'on devait reconnaître. Du coup, dans un premier temps, on a utilisé OpenCV pour découper, faire du cropping de l'image de la zone qui nous intéresse, mais comme on l'avait dit tout à l'heure, les formulaires, parfois, ils sont mal scannés. Par exemple, un formulaire peut être scanné un peu à 45 degrés ou ne pas être complètement droit. Ou à l'envers. Ou à l'envers, carrément. Et du coup, il faut trouver un repère sur le formulaire qui nous permette d'avoir toujours la bonne zone de sélection. Et pour ça, Théo a eu l'excellente idée de se baser sur le code barre qu'il y avait sur ce formulaire, puisqu'il est toujours présent, toujours au même endroit. Et à partir de l'orientation du code barre, on peut déterminer l'orientation du découpage de la zone d'intérêt. Ensuite, il y a eu toute une phase, et je pense que cette phase-là est vraiment capitale dans la mesure où elle définit quelque part la quantité d'informations qu'on va donner au modèle, c'est la normalisation des images. Typiquement, est-ce qu'on veut que toutes les images aient toute la même taille? Par exemple, le dataset très connu qui est le MNIST, c'est du 28 par 28 pixels. Est-ce qu'on veut que toutes les images aient forcément la même taille? Est-ce qu'on veut que toutes les images soient en grayscale, en binaire? Alors le grayscale, c'est une image avec des dégradés de gris qui remplacent les couleurs. Mais quelque part, quand on fait ce genre de choix, ça a un impact. Parce qu'à partir du moment où on rend une image binaire ou grayscale, on perd de l'information.
Donc ça dépend de ce qu'on veut, du type d'architecture qu'on veut utiliser. Et du coup, on découvert toutes ces problématiques lors de la préparation de notre dataset. Je te laisse continuer sur ce que tu avais fait avec le TROCR. En termes de découpage, pour les modèles entraînés par Yacine et Johan, vu qu'ils étaient destinés à identifier chaque chiffre individuellement, comme l'avait indiqué Johan, il s'était principalement agi de normaliser ça et de placer chacun des chiffres dans les dossiers qui leur correspondent. Dans le cas de TerraOCR, et vu qu'il prenait des nombres entiers, il a fallu en fait construire un nouveau dataset, donc faire le même découpage initial de la zone d'intérêt, et derrière, en fait le conserver simplement comme ça, quelques traitements pour augmenter le contraste et c'est tout. Pas de découpage supplémentaire nécessaire. Ensuite, il y a eu la partie labellisation. Dans le cas des chiffres uniques, c'était simplement un déplacement dans certains dossiers. Dans mon cas, ça a été Pour le coup, je l'ai fait à moitié en automatique. Je me suis basé sur un modèle pré-entraîné qui a pré-labellisé toutes les images. Et ensuite, j'ai fait simplement un petit script pour valider à la main chaque image, dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, pour me constituer un dataset à peu près complet. Au passage, merci à Corentin, Oui, merci. qui dans les deux cas, enfin dans les deux datasets, a été d'une grande aide, puisque, comme on le disait, c'est beaucoup de travail manuel. Voilà. Le nombre de traitements à apporter, etc., ça dépend, vous l'avez vu, du modèle. Donc voilà, ça peut varier. Sachant que tout à la fin, si on choisit l'approche de reconnaissance unitaire de chiffres, il va falloir que quelque part dans le code qui utilise le modèle, que d'abord on extrait tous les digits un à un, on les reconnaisse qu'on puisse sortir. Il y aura ce temps de traitement nécessaire si on choisit la reconnaissance unitaire de chiffres. Il n'y a pas avec TROCR. Et surtout qu'on recombine les résultats, c'est-à-dire que la précision des modèles qu'on va annoncer, faut la mettre en relative avec le nombre de chiffres qu'il faudra traiter ensuite. Donc justement, parlant des approches, donc on a eu plusieurs approches, on en a eu 3. Et donc la première, comme je disais, c'est un réseau neurone avec TensorFlow. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un entraînement sur le MNIST. Donc le MNIST, qu'est-ce que c'est? C'est un dataset qui est public, qui contient l'image de 70 000 chiffres, si je dis pas de bêtises, déjà labellisés, et donc qu'on peut utiliser. Les chiffres sont dans un format particulier, ce sont des images de 28 pixels par 28 pixels en grayscale, et il me semble que les chiffres sont en blanc, et le fond est en noir. Ce qui fait que si on veut étendre ce dataset originel, pour éviter de trop perdre l'IA, faudrait qu'on ait le même format exactement pour avoir plus de précision. Et donc on avait aussi un dataset maison, donc on a fait nous-mêmes pour avoir ça. Donc pareil, ce dataset on l'a mis au même format, avec les mêmes les mêmes dimensions et le même format. Ensuite, pour le réseau neurone, ce qu'on fait d'abord généralement, c'est qu'on va faire un traitement préalable de l'image. On va faire ce qu'on appelle des convolutions et du pooling. Et le but de ces opérations, rapidement, la convolution, le but, ça va être de créer une nouvelle image un peu plus petite, et le pooling, de réduire aussi la taille des images pour avoir moins de données et quand même regarder les mêmes informations. Généralement, on fait ça 2 ou 3 fois avant, c'est des choses à paramétrer, et l'idée, c'est de trouver un bon milieu. Ensuite, on a dans l'approche que j'ai utilisé simplement 2 couches de neurones, une première couche qui va permettre de faire le tri, et la dernière couche qui est la couche de sortie, qui va nous permettre de déterminer quel chiffre est-ce qu'on a déterminé, donc de 0 à 9. L'approche que j'ai faite, donc il y avait plein de paramètres, comme dit, les approches from scratch, c'est assez complexe, et donc j'ai décidé de faire une recherche paramétrée. Paramétrer, ce que ça veut dire, c'est qu'on a plein de paramètres qu'on peut régler, le nombre de neurones, le nombre d'itérations, le nombre de plein de choses, nombre de données qu'on ne passe pas dans le dataset pour éviter aléatoirement. Et ces paramètres-là, je les ai déterminés de manière plus ou moins aléatoire, c'est-à-dire que je fais une liste de paramètres à tester, plus ou moins grands, et voir quel modèle fonctionne le mieux et performe le mieux. Et donc, si on parle de résultats, un peu, le premier résultat qu'on a obtenu, donc par chiffre, sur le dataset de validation, donc qui contient et le MNIST et le dataset maison, on a à peu près 90% à chaque fois. Sur le dataset maison, donc avec vraiment des chiffres à la fois avec les 7 segments et les manuels, on tombe à 72-85%. Donc, ce qui veut dire qu'on a probablement ce qu'on appelle de l'overfitting, c'est-à-dire que
on a un biais vers les chiffres du MNIST, et donc il faudra régler ça. Moi, j'avais choisi une autre approche où justement je ne voulais pas créer de nouvelles couches de neurones, mais utiliser un modèle pré-entraîné. Alors, pour la petite explication, on utilise plusieurs couches de neurones pour créer ce qu'on appelle de la non-linéarité dans l'extraction de qu'est-ce que c'est qu'un 8, qu'est-ce que c'est qu'un 7, etc. Et moi, je savais qu'il existait de nombreux modèles qui embarquent déjà ces couches de neurones, typiquement le modèle ResNet 18, qui a, comme son nom l'indique, 18 couches de neurones. Et je me suis dit, plutôt que d'implémenter un modèle avec plusieurs couches moi-même, je vais utiliser un modèle open source et je vais le réentraîner sur, d'une part, le dataset du MNIST et tous ses nombres, et d'autre part, le dataset maison lors d'une deuxième passe. En gros, comment ça s'organiser? J'entraîne le ResNet sur le MNIST, j'exporte le résultat de mon entraînement dans un nouveau modèle, je réimporte ce modèle exporté, et de là, je le réentraîne sur le dataset business. Alors, l'affaire ne fut pas très facile. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré plein de problèmes dans la normalisation des données. Parce qu'effectivement, les chiffres de notre dataset resizés en 28 x 28 pixels, exactement comme ceux du MNIST, ils n'ont vraiment pas la même physionomie, on va dire, que le dataset initial. Et il y a un principe, on va dire, général lorsqu'on essaye de faire des modèles de classification. Il faut que la donnée que le modèle va rencontrer dans la vraie vie soit le plus proche possible de la donnée qu'il a vue pendant l'entraînement. Et du coup, là, j'ai un peu, je pense, pêché là-dessus. Et j'ai obtenu des résultats, là, oui, je ne l'ai pas mis sur la slide, de l'ordre de 72%. Et je pense que mon principal défi, ça a été de bien normaliser les données et de bien considérer chaque décision au moment où je transforme une image en binaire, au moment où je la mets en blanc sur noir au lieu de noir sur blanc, etc. Et je pense que je n'ai pas encore assez exploré ces différents paramètres pour déterminer à coup sûr est-ce que c'était la meilleure démarche ou pas. Par contre, j'ai identifié des avantages et des inconvénients. Alors les avantages, c'est quoi? C'est que PyTorch, qui est une autre librairie open source qui sert de machine learning framework, en fait, on peut entraîner des modèles à peu de frais en termes de puissance de calcul de GPU, et quand on les déploie, c'est-à-dire quand on fait de l'inférence, quand on les utilise pour classifier, ils ne consomment aussi pas beaucoup de CPU, du moins pas avec des modèles avec relativement peu de couches de neurones et relativement peu de données, comme celui qu'on était en train de faire. Les inconvénients, c'était que typiquement, si je devais entraîner mon modèle ResNet après avoir normalisé les images du dataset business, il va falloir quelque part, au moment où je les passe à mon modèle, lorsqu'il sera exporté dans l'application où il est censé tourner, il va falloir aussi que je fasse les mêmes pré-traitements. Et là, ça peut être sur des machines contraintes en ressources un problème. La précision, elle était moindre, de l'ordre de 20% de moins que celle de Théo. Et encore une fois, toute la difficulté pour moi a résidé dans trouver ce qu'on appelle le bon learning rate, trouver les bonnes étapes de pré-processing avant d'entraîner le modèle. Tout ça, c'est ma conclusion. Et ça m'a rendu en fait encore plus au fait de ces problématiques d'hyperparamètres. Ah oui, j'ai inséré cette slide. Effectivement, avant j'avais testé un autre truc. J'avais testé l'Object Detection API, qui est aussi un module de TensorFlow. Et en fait, moi, j'ai voulu être le plus feignant possible. Et je m'étais dit, en fait, on peut considérer que les chiffres, c'est comme des objets. Et je me suis dit, peut-être que les modèles pré-entraînés qui savent détecter des objets qu'on voit partout sur Internet, peut-être qu'ils savent reconnaître des chiffres. Et du coup, je lui ai passé ça au modèle, et il a reconnu le tableau. Vous voyez en haut à gauche, il a reconnu un dashboard à 20% de confiance, donc il n'était même pas très confiant. Du coup, j'ai vite arrêté cette approche. Voilà, c'était pour le fun fact. De mon côté, j'étais parti sur une alternative basée sur des transformers. C'est une architecture faite par Hugging Face, donc vous voyez le petit logo tout mignon ici, qui, sans s'étendre dessus, permet une prise en compte d'un contexte. Les premières architectures de ChatGPT étaient basées là-dessus, entre autres. L'idée, c'est que le modèle fasse en sorte de reconnaître un mot, non pas simplement caractère par caractère, mais par exemple, s'il trouve les lettres A, V, O, N, et
une vague barre verticale au milieu, il y a de grandes chances que ce soit avion, même si au final il n'arrive pas à trouver vraiment ce qu'est ce caractère-là en particulier. Donc il se sert de ça pour arriver à retrouver plus facilement ce que ça peut être. Dans le cas des chiffres, c'est moins utile que un chiffre, enfin un nombre, c'est pas un mot complet, mais il s'en sert quand même pour tout ce qui est reconnaissance de caractère. C'est-à-dire que s'il arrive à trouver par exemple un 8, il y a de grandes chances qu'une personne qui écrit un nombre, si elle refait un 8, elle le fasse de la même manière. Donc il va se servir en fait de ce qu'il a pu détecter avant avec certitude pour lire les caractères qu'il a du mal à détecter. En l'occurrence, je me suis servi de TROCR, qui est une déclinaison faite par Microsoft, enfin faite par des universitaires qui a été réentraînée derrière par Microsoft, qui permet d'appliquer ça aux images. On utilise, en fait j'ai dit beaucoup moi. J'ai fait d'abord un premier test sans entraînement, simplement en récupérant le modèle de base. J'étais arrivé aux alentours des 53% de succès. J'ai essayé ensuite en entraînant sur l'Omnist, mais au final, vu qu'il n'est pas du tout fait pour ça, et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, il s'est mis à ne détecter que des chiffres uniques. C'est-à-dire quoi qu'on lui donne, il dit ça c'est un 4, ça c'est un 8, ça c'est un 9, mais c'est tout. C'est pas très intéressant non plus. Voilà. En termes de résultats, je vais essayer de reprendre dessus. Alors, du coup, je reprends ce que je disais tout à l'heure avec mon approche. J'étais arrivé à environ 72% de reconnaissance de digits. Je pense que mon approche a connu beaucoup d'erreurs de normalisation. Et j'avais aussi un autre problème, c'était que certains chiffres du dataset du business qu'on devait classifier étaient surreprésentés. Il y en a énormément de 4, pas assez de 1. Et du coup, ça se voit à l'entraînement que certains chiffres sont beaucoup mieux prédits que d'autres. Et du coup, encore une fois, j'ai beaucoup joué avec différents paramètres. Je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à trouver la bonne combinaison entre learning rate, c'est-à-dire à quel point le modèle... Alors, pour faire une explication simple du learning rate, imaginez un robot qui apprend à marcher. Le learning rate, c'est quand il fait une erreur, quelle est la taille du pas qu'il va essayer de faire pour son prochain pas en essayant de marcher. Si on met un learning rate très élevé, le robot va se casser la gueule parce qu'il va essayer de faire un trop grand pas. Et si on fait un pas trop petit, le robot va faire quasiment du surplace et l'entraînement va risquer d'overfit, c'est-à-dire d'être trop entraîné sur ce jeu de données, voire de durer pour tout. Ce qu'on ne veut pas aussi. Du coup, je te laisse enchaîner, Oui. Johan. Du coup, ouais, côté réseau, j'ai partagé un peu les résultats, mais du coup, pour rappel, on avait 85% de réussite sur l'automaison, sur le dataset du coup maison. On avait un biais sur les chiffres cursifs, donc puisque il y avait beaucoup plus de fit, en même temps il y avait beaucoup plus de données avec des chiffres en cursif qu'avec le format 7 segment. L'avantage c'est que c'est assez simple à modifier finalement, puisque TensorFlow, enfin surtout Keras, qui a les bibliothèques sous-jacentes, permet de créer des modèles de réseaux neuronaux très facilement. Et il y a une chose que j'ai pas eu le temps de faire, c'est de tester plus d'architecture, parce que ça prend du temps à entraîner mine de rien, et il y a beaucoup de choses à faire dessus. Il y a plein de petits paramètres qu'on peut modifier, et ça méritait de regarder plus ça. Sachant que les meilleurs résultats, j'ai regardé après coup, les ai obtenus avec les modèles les plus simples, avec le moins de neurones, avec le moins de dropout, avec le moins d'époques, donc le moins d'itérations possible. Donc peut-être que ça sert à rien de surcomplexifier le modèle, peut-être qu'il faut faire quelque chose de plus simple tout simplement. De mon côté, j'avais pas mentionné les résultats dans la slide précédente. J'arrive aux alentours de 93% sur la dataset dans son ensemble. Le problème, c'est que, déjà, il est beaucoup trop confiant dans ses résultats. C'est-à-dire que le peu de fois où il se trompe, il est sûr à 95% qu'il a raison. C'est assez compliqué d'exclure les faux positifs. Parce que par exemple, si on lui dit ne garde que ce qui dépasse les 80%, en fait, il va tous les garder, y compris les erreurs. Donc, c'est quelque chose qui reste à améliorer. Et même si vous avez déjà dû vous rendre compte sur les 2 résultats précédents, il y a des biais aussi. Dans mon cas, c'était pas forcément. Enfin, c'est un biais qui ressemble pas mal à celui d'Yacine, dans le sens où les numéros que nous a fournis le client commençaient à 90%, voire plus, par 4. Ce qui fait que mon modèle s'est très rapidement rendu compte que pour donner la bonne réponse, c'est juste à mettre 4 devant. Et actuellement, du coup, si on lui passe autre chose qui commence pas par un 4, il est quand même persuadé que c'est un 4.
ça passe, les améliorations passent aussi par une variation du dataset, une homogénéisation, arriver à trouver des numéros qui commencent par 8, par 9, par 1, etc. En conclusion, au final, on a eu 3 approches différentes, 3 conclusions différentes, mais 3 résultats très positifs, vu qu'on a largement dépassé le taux de succès qui avait été évoqué par le client. Pour moi, c'est quelque chose de positif, c'est qu'au final, il n'y a pas forcément une seule solution meilleure que d'autres ou quoi, c'est vraiment simplement plusieurs manières de faire qui permettent d'arriver à des résultats tout à fait satisfaisants. Effectivement, et que dans les autres leçons retenues, je me suis rendu compte, parce que quelque part je n'ai jamais eu à faire ça, j'ai toujours des datasets que j'ai trouvés en ligne, etc., que la partie préparation du dataset est d'une part la plus chronophage, aussi la plus difficile parce qu'il faut être très rigoureux, ne pas laisser passer d'erreurs, et aussi les choix de normalisation doivent être informés. Il ne faut pas faire de la normalisation d'image, c'est-à-dire la mettre en noir et blanc, grayscale, etc., sans savoir pourquoi. Et surtout, il faut avoir conscience que si on normalise beaucoup de données en entrée, il faudra aussi le faire en sortie lorsqu'on va utiliser le modèle dans la vraie application. Petit exemple sur la partie TROCR, vu qu'il a été entraîné à la base par Microsoft beaucoup d'écriture manuscrite. J'avais essayé de le normaliser, le mettre en noir et blanc, grossir un peu les traits, mais vu qu'une fois grossis, les traits ne ressemblaient plus du tout à des traits de plume, de stylo, ils baissaient en success rate, que ça ressemblait de moins en moins à une vraie écriture manuscrite. C'est ça. Et du coup, on s'est rendu compte aussi de quelque chose. Quand Théo m'a passé le modèle TR-OCR exporté, ou quand j'ai essayé de run son notebook sur ma machine, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas non plus la pire machine, j'ai eu du mal à entraîner TR-OCR. J'ai eu un temps d'attente beaucoup trop élevé, de l'ordre de 2 heures, alors que chez toi, ça avait pris combien de temps? Une. Ouais. C'est déjà beaucoup sur un jeu de données relativement petit. On parle de quoi? De 1500 images du dataset? Quelque chose comme ça. Donc, il faut prendre en compte le fait aussi que entraîner des modèles assez complexes a aussi un coût en termes de GPU. Il faut prendre en compte ça dans votre organisation. Si vous n'avez pas les machines assez puissantes, vous pouvez en louer sur le cloud, mais ça aura un coût. Voilà. Et aussi une dernière leçon qu'on a tirée, c'est qu'il faut faire vraiment attention aux biais, il faut vraiment que le dataset soit le plus clean possible, hein, c'est le principe du garbage in, garbage out. Hein. Donc si on met de la merde en entrée, on aura de la merde en sortie de l'algorithme. Et donc il faut vraiment faire attention à ça, il faut éviter le plus possible, effectivement, que tout commence par le même chiffre, par exemple. Qu'ils ont bien tous des formats, alors, soit tous des formats très proches, soit des formats tellement différents et tellement variés, sans pondération particulière, enfin sans favoritisme vers un ou l'autre, que le modèle puisse généraliser. Sinon, on est biaisé à l'overfitting et dès qu'on a un cas un peu différent, et notre modèle plante complètement. Voilà, c'est la fin de notre présentation. On a une petite partie où on vous montre rapidement une petite démo du coup de TROCR dans la machine. En fait, on peut peut-être commencer les questions pendant. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Tristan. Quand t'as dit oui. Non, alors, là, c'est juste qu'il faut. Alors, je répète la question de Tristan. Alors, Tristan me demande, est-ce que quand j'ai parlé du fait que le grayscale peut provoquer de la perte d'informations, c'était pour ce projet spécifiquement? Parce qu'effectivement, quand on veut reconnaître de simples formes comme des digits, on n'a pas vraiment besoin de l'information couleur. Alors, la réponse, je ne la connais pas. Je ne sais pas si... j'ai pas essayé toutes les combinaisons de normalisation. Ce que tu dis fait sens, ça paraît logique que la couleur ne joue pas sur la prédiction, mais je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas essayé. Je me suis juste posé la question à un moment, est-ce que le fait de faire trop d'étapes de pré-processing peut dénaturer quelque part la prédiction que doit faire le modèle? C'est juste ça la question que je me suis posée. Et par contre, on sait que sur certains autres types de données à classifier, la couleur est essentielle, et du coup oui, il ne faut pas la grayscale.
Mais pour ce cas précis, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors l'objectif là, c'est pas de vous montrer tout le code, de vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Bon, ceci dit, si ça vous intéresse, en tout cas pour les gens en interne, c'est disponible à la lecture. Oui, pardon. C'est disponible à la lecture sur Azure DevOps, effectivement. Ici, dites-vous simplement qu'on importe les différentes librairies nécessaires. Il y a une partie pour gérer si on peut accéder à CUDA, et donc à la carte graphique en l'occurrence, ou pas, sinon on utilise le CPU. Sachez que c'est faisable sur CPU, en tout cas son utilisation c'est plus lent, mais c'est faisable aussi. C'est Ils sont aussi CUDA, faisable sans CUDA, ouais. Ils sont CUDA. Via Rockem principalement, et sur Linux uniquement pour les AMD, pour ceux qui auraient une carte AMD. Je vais simplement récupérer. Là, du coup, c'est un notebook complet pour expliciter comment tout fonctionne. Là, l'idée, c'est simplement de vous faire une démo rapide. Donc, je vais simplement lancer les morceaux de code qui m'intéressent. Tac, tac. Hop. Ici, petite parenthèse, on réutilise. Alors, on ne s'est pas forcément étendu dessus, mais l'architecture des transformers est basée sur un encodeur et un décodeur. Ici, ce qui nous intéressait principalement, c'était arriver à entraîner le décodeur. Donc on réutilise l'encodeur fourni par Microsoft sans forcément y toucher. Il n'y avait pas forcément de grand intérêt à le faire, vu que c'est simplement une partie de lecture de l'image. C'était plus la partie décodeur qui était importante. Hop. Et ensuite, j'arrive, hop là, il y a les réponses. Hop. Et là, je le lance. Alors, je vais le lancer pendant qu'il commence à faire ses détections. Simplement ici on a une fonction de détection, à savoir on récupère l'image, le processeur, donc l'encodeur, la passe à notre modèle. Notre modèle génère le texte qu'il pense que c'est, donc en l'occurrence simplement un nombre. On collecte à quel point est-ce qu'il est confiant dans ses résultats et ensuite on vote. Et simplement cette fonction là c'est juste une grosse boucle en fait, sur toutes les images d'un dossier. En termes de résultats, on obtient ça. Alors je vous rassure, c'est pas les données du client. Ce serait pas terrible de mettre ça sur Twitch. J'ai simplement été embêté quelques rebooters dans la matinée pour qu'ils m'écrivent des chiffres, des numéros sur un bout de papier que j'ai pris en photo. Et donc maintenant là, c'est ces données-là que vous voyez. Donc ici on voit qu'il a réussi. Ici encore une fois, il a réussi, même si là bon, les chiffres sont particulièrement bien, donc s'en sort plutôt bien. Ici, j'ai volontairement raturé un chiffre qu'on m'avait donné pour voir ce que ça donnait. Et là, typiquement, il y arrive quand même. Il détecte bien le 9 alors qu'il y a un 8 dessous. Il y a plusieurs couleurs, évidemment. Il y a plusieurs écritures différentes. Donc pareil, là, 48 999. Oui, j'ai aussi fait varier le nombre de numéros. En fait, plutôt, j'ai laissé les gens faire varier le nombre de numéros. La seule chose que vous noterez, c'est que ils commencent tous par 4. Parce que comme on l'a dit, le modèle est tellement biaisé vers les 4 que même si vous mettez un 8 devant, il dira quand même que c'est un 4. Donc, tant qu'à faire, j'ai demandé à tout le monde de faire des chiffres qui commençaient par 4. Ah, pas tant que ça, hein. Regardez le suivant. Et bien justement, le problème, alors c'est le cas de Colin. Non mais en vrai, je l'ai gardé parce que c'est un plutôt bon exemple. En fait, ces 4 sont suffisamment différents de tous les 4 qu'il a pu voir dans son dataset pour qu'il ne le reconnaisse pas du tout. En fait, il ne sait pas ce que c'est. Ou alors, enfin non, plutôt, avant d'afficher ça, on demande à l'algo de virer tout ce qui n'est pas un chiffre. Nous, ça ne nous intéresse pas. Je soupçonne qu'il l'a pris pour un i. Si j'enlevais cette sécurité-là, je pourrais réessayer. Je soupçonne qu'il l'ait pris pour un i. Par contre, ensuite, 91 873. On a aussi un autre cas d'erreur avec Yacine. D'après, bon, 49 728. Bon, après, bon, ça c'est juste, on s'en fiche. Où il est, il est là. Ici, typiquement, les 8 de Yacine, la tête du 8 est suffisamment petite pour que quand il la ferme pas beaucoup, ce genre de choses, en fait, le modèle le prenne pour un 0 qui aurait dépassé. Et là, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que là, il voit 456, 0, 21. Alors que clairement, c'est pas ce qu'on attend. J'ai d'autres personnes qui m'ont fait volontairement des gros espaces pour voir ce qui se passerait. Au final, il y arrive. Hein. Là, il a rajouté un espace parce que pour lui, c'est 2 chiffres différents. Mais il suffirait de concaténer les deux.
pour que ça fonctionne correctement. On en a un autre ici, où là carrément il voit même pas d'espace, simplement que c'est 40 001, 423 812, etc. Voilà. Et puis Ouais. ici Ouais. même chose, le 4 trop droit, ce qui fait qu'il ne le voit pas, mais il lit correctement le reste. Et voilà. Voilà. Et du coup, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris énormément avec cette tâche. Et là, je pense que on va faire ça pendant longtemps. Voilà. Sur d'autres problèmes quand même. Des petits défis Oui, marrants, parce 30 que secondes. on aimerait bien trier de temps en temps d'autres choses. Des lettres, Oui, des et puis il n'y a caractères, pas que plein la de choses. classification, il y a du tabular data analysis. On voudrait prédire des valeurs avec des tables, on voudrait s'intéresser au LLM, on veut faire tellement de choses. Incroyable. Voilà. C'est bien résumé. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à contacter Reboot si vous avez besoin d'une prestation. Au revoir.